Turid Seye, accompagné de ses fils adolescents, Magne et Louritz, est de retour dans la ville norvégienne d'Eda après de nombreuses années d'absence. À l'entrée de la ville, leur voiture se retrouve coincée derrière un vieil homme en fauteuil roulant électrique, qui essaie de tourner à droite. Magne sort de la voiture pour l'aider, et la femme du vieil homme s'approche de lui. En regardant dans les yeux de l'homme, elle sourit avec satisfaction. C'est un bon garçon, puis elle lui touche le front. L'iris de Magne change de couleur pendant un instant, et le gars ressent alors quelque chose d'inhabituel dans sa perception du monde. Il retourne à la voiture et en essayant de fermer la fenêtre, il casse la poignée du lève-vitre. Cascadeur, Magne tourne la chose dans ses mains, et dit soudain qu'il va pleuvoir. La mère et le frère rient, il n'y a pas un nuage dans le ciel. Et immédiatement, la voiture est arrosée d'une pluie abondante. Ils continuent leur route et arrivent à la vieille maison de leur grand-mère. Louritz n'est pas content qu'il y ait une caravane minable près de la maison, et Magne ramasse une publicité qui appelle à rendre l'air de la ville plus propre. Le lendemain matin, les garçons vont à l'école. Curieusement, les frères sont affectés à la même classe. En effet, Magne est dyslexique, ce qui se traduit par des difficultés de reconnaissance des mots et des capacités insuffisantes en lecture et en écriture. L'attention de Magne est immédiatement attirée par une jolie blonde, le grief, mais Louritz est en avance sur lui. Et Magne doit s'asseoir au fond de la classe à côté de son aîné, qui n'est pas populaire à l'école. Une leçon sur les dieux scandinaves commence, et Magne apprend qu'Eda est la dernière ville norvégienne à s'être convertie au christianisme. C'est là qu'a eu lieu le Ragnarok, au cours duquel les dieux sont morts, et le sort des géants est resté inconnu. Pendant le déjeuner, Magne s'assoit à nouveau à son bureau de vieux, et apprend qu'elle est du côté des Verts, et qu'elle lutte contre la pollution du monde. Elle lui présente également Fgir UTL, fils du propriétaire des usines UTL Industrie, la sœur de Fgir, Saxa, et leur mère, la directrice de l'école, du nom de Ran. Et puis elle parle de son blog sur YouTube. À la fin des cours, les deux sortent ensemble de l'école, et c'est alors que Zoldy remarque qu'une des roues de son vélo est tordue. À son grand étonnement, Magne répare facilement le frein et remet la roue dans son état initial, ce qui le surprend également. En outre, il remarque que sa vue a commencé à s'améliorer. Le lendemain, plus âgé, Magne obtient le devoir général de sociologie et commence à étudier la démocratie. Magne lui propose d'étudier le sujet en prenant leur ville comme exemple. À ce moment-là, il voit sa mère, qui est venue parler au directeur. Les deux femmes discutent des progrès des garçons à l'école et se rappellent la tragédie qui s'est produite il y a plusieurs années lorsque le père des garçons est mort dans des circonstances mystérieuses. Plus tard, la mère remarque que Magne ne porte pas de lunettes, et ne comprend pas comment cela peut être, mais elle est distraite par la voiture de Vidar UTL. Il s'avère qu'elle et Vidar se connaissent depuis longtemps. De retour chez lui, Vidar raconte à sa femme Ran la rencontre avec la femme tandis que leurs enfants Fgir et Saxa discutent de leur apparence et du fait qu'elle correspond à leur âge. Vidar leur donne pour mission de suivre Magne, qui est actuellement en train de faire des réparations, et remarque une ruine gravée sur les outils de son père. Plus tard, le gars rend visite à sa page de vieillesse et consulte ses documents sur la mort étrange du Fgir. Le lendemain, la fille l'invite chez elle et lui rappelle qu'il n'a plus besoin de lunettes. En choisissant de l'eau au magasin, elle explique à Magne qu'il peut boire l'eau du robinet à Eda, et l'employé du magasin le met soudain en garde contre le danger de l'équinoxe de printemps. Dans sa maison de retraite, le gars découvre que le professeur d'histoire Eric est le père de la fille. Au dîner, elle l'invitait à l'accompagner à la montagne pour surveiller la vitesse à laquelle le glacier fond. Ils peuvent redescendre en parapente. La fille pose des questions au père sur la mort de sa mère, mais il garde le silence. Magne partage ses souvenirs de son père, et en balayant le journal de la fille sur la table, il découvre qu'elle est désespérément amoureuse de Saxa depuis longtemps. Le lendemain, il annonce à ses camarades de classe la prochaine randonnée en montagne, tandis que Fgir invite tout le monde à une fête chez lui. En rentrant chez lui, Magne trouve sa mère en train de réparer la défense, et son attention est attirée par la masse de son père marqué de la course. Le lendemain, Magne et Azaldi partent à la montagne. Ils atteignent bientôt un pont bloqué, mais Magne enjambe résolument le panneau d'avertissement. Soudain, le garçon reçoit un texto indiquant que sa mère est souffrante. Il se précipite vers la ville, et Azaldi continue seul. Pendant ce temps, la voiture de Vidar roule sur la route de montagne. S'arrêtant sur le bord de la route, Vidar sort, se déshabille et commence à chasser les cerfs qui pèsent dans la montagne. D'un seul coup, il tue l'animal et lui arrache le cœur. Pendant ce temps, Azaldi atteint le glacier et voit ses marques. Elle prélève des échantillons d'eau, puis remarque l'entrée dégelée de la grotte et la photographie.
Une fois à l'intérieur, elle découvre une porte qui bloque l'accès à la profondeur de la grotte. Debout au-dessus du fjord, Vidar mange le cœur cru du cerf et pousse un cri déchirant, ce qui effraie Azaldi. En arrivant à la maison, Magne découvre que sa mère va parfaitement bien et, furieux de la stupide plaisanterie de son frère, sort. Il voit Azaldi descendre la montagne en parapente. Soudain, le parapente commence à dériver vers des fils électriques. Le garçon se précipite sur le lieu de l'accident et trouve le corps sans vie de la jeune fille. Vidar arrive également et tente de l'aider, puis appelle une ambulance, mais rien ne peut plus être fait. En rentrant chez lui, Magne jette ses lunettes et voit le marteau de forgeron. Le type détruit lance le marteau, et celui-ci disparaît dans les nuages, qui sont instantanément couverts d'éclairs. Après tout ce qui s'est passé, Magne prend mal la mort de son ami et décide de ne plus jamais porter de lunettes. Les camarades de classe posent beaucoup de questions sur la mort de la jeune fille, mais il ne peut rien dire de précis. Il entre dans la classe et s'assoit au bureau dont la deuxième moitié est couverte de fleurs et de bougies allumées. Ren annonce qu'il n'y aura pas de cours d'histoire aujourd'hui, mais soudain le père d'Azaldi entre dans la classe. Il ne peut pas rester seul à la maison. L'homme demande à l'école de ne pas annuler la fête de l'équinoxe de Vernil car Azaldi serait contre une telle décision. Plus tard, la police annonce que la mort de la jeune fille a été causée par un coup d'orage sur le dôme du parapente. Mais Magne objecte que tout s'est passé sous ses yeux et qu'il n'y avait pas d'orage à ce moment-là. Néanmoins, l'affaire est classée. Le même jour, Vidar demande à Stewart de récupérer l'argent de l'assurance de sa voiture, qui a été fracassée par un fou. Et il envoie à la femme des photos sur lesquelles Stewart reconnaît le marteau pilon. Elle se précipite chez elle pour poser des questions à Magne, mais lui-même est choqué par une telle accusation. Le type calcule la distance à laquelle il a lancé le marteau, 1537 mètres, mais c'est impossible. Magne achète un nouveau marteau pilon et le lance dans un endroit désert, tard dans la nuit. Il calcule alors la distance, 541 mètres, ce qui est plusieurs fois supérieur au record du monde de lancer de marteau. Pendant ce temps, Vidar examine le marteau, tandis que Rian parle de l'expérience des écoliers, qui pleurent sincèrement la jeune fille morte. Et puis le mari avoue soudain qu'il a tué Azaldi parce qu'elle a trouvé l'entrée de la grotte. La femme se met en colère, ils conviennent de ne pas toucher aux enfants, mais puisque c'est arrivé, ils doivent retrouver le téléphone perdu d'Azaldi. À l'école, Grillon-Magne continue de travailler ensemble sur le projet et écoute un avertissement pour ne pas rendre la destruction d'une planète uniquement responsable de la mort de l'enfant. Plus tard à la maison, en triant les affaires de sa mère, le Ritz trouve une vieille blouse. Magne invite Gris à travailler chez lui, ce qui entraîne une conversation sincère sur le passé de Magne. Pendant ce temps, Thor remarque Eric dans le magasin, l'air perdu. Elle lui exprime sa sympathie, et l'homme lui en est reconnaissant. Le Ritz trouve Magne en train de regarder les prévisions météorologiques. Magne insiste sur le fait qu'il n'y a pas eu d'orage le jour de la mort d'Azaldi, puis il admet que c'est lui qui a jeté l'épée dans le dos. Il admet que c'est lui qui a jeté la masse dans la voiture de Vida, mais son frère ne le croit pas. La célébration de l'équinoxe de Vernel commence à l'école. Le camarade de classe montre à Saxa une photo d'un hôtel improvisé sur le lieu de la mort d'Azaldi, tandis que Vida inspecte cette zone à la recherche du téléphone de la jeune fille. Il remarque que Magne se rend également à cet endroit. À l'école, tout le monde est choqué par ce site de Le Ritz, venu à la soirée dans la blouse de sa mère et maquillé. La directrice de l'école ouvre la soirée et propose une minute de silence pour Azaldi. Saxa chante une chanson sur son pays natal, qui est interrompue par l'apparition de Magne. Plus tard, le Ritz conseille à son frère d'oublier Gris, car Fur la drague déjà. Plus tard, le Ritz commence à draguer Yuku aussi, puis la directrice emmène les deux garçons. Magne s'assied avec Gris, mais Fur invite la fille à une danse, et le garçon n'a rien d'autre à faire que de s'asseoir et de regarder. En les regardant, il écrase la bouteille dans sa main et elle se brise en petits morceaux. Il se rend dans les toilettes pour hommes où il rencontre Oscar, dont la mère est officier de police, et il lui souffle que la fille est morte en heurtant un rocher. À ce moment-là, une danse chaude commence dans le trou, et Magne voit la directrice entourée de garçons. Fur met sa musique, et lui et Saxa entament une étrange danse sensuelle à laquelle se joint le Ritz. Tous les trois se tortillent sur la piste de danse, pour le plus grand plaisir et l'étonnement de la foule. Magne se rend chez le père d'Azaldi et l'informe du changement de la cause de la mort de sa fille. Il est sûr que la police ment, mais le père inconsolable demande de ne pas troubler la paix de sa fille morte. Sous le coup de la colère, Magne déplace facilement la voiture de plusieurs tonnes devant la maison, ce qui terrifie Eric. À ce moment-là, Furlower et Oscar se rendent à l'hôtel, et le jeune Yutul,
qui ridiculise les croyances stupides des gens, urine sur les cierges allumés. Oscar parvient à enregistrer cela et à tout télécharger sur Internet. Fur ordonne que la vidéo soit supprimée, mais elle est déjà en ligne. Magne examine de nombreuses notes sur les violations des réglementations environnementales par Utul Industries, qu'Eric lui montre. Il jette le journal intime de la jeune fille parce qu'elle a droit à des secrets personnels. Et chez Utul, le propriétaire est en train de nourrir son chien. Lorsque Ren lui montre une photo scandaleuse de l'hôtel, le mari promet de s'occuper de ce problème. Saxa essaie de découvrir au moins quelque chose de nouveau sur Magne auprès de Gris, qui a passé la nuit chez eux, mais elle ne sait rien. Elle se rend dans la salle de bain et assiste à la scène où Vedar bat son fils. L'homme est furieux. Les gens les adorent aussi et leur font des sacrifices. Par conséquent, son fils l'a aussi insulté par son acte. Effrayé, Gris se réfugie dans la chambre de Saxa. Le lendemain, les funérailles ont lieu, et tout le monde se rend à l'église. Mais en rentrant chez eux, les Seyé trouvent leur maison saccagée. Les frères vont voir le voisin sans abri pour l'accuser d'avoir volé leur maison. Il admet qu'il est entré dans l'appartement, mais seulement après un autre homme qui est arrivé là dans une grande voiture noire accompagnée d'un chien. Les frères réalisent qu'il s'agit de Vedar, mais ne comprennent pas pourquoi il en avait besoin. Plus tard, Magne va voir un thérapeute. Il a l'impression que tout a changé autour de lui, mais ne trouve pas d'explication à cela. Il parle du cambriolage et accuse la police d'une action. Et le thérapeute raconte à Ren la séance. De retour à la maison, Magne raconte à sa mère la conversation avec le voisin et accuse Vedar. Mais Turet répond que c'est absurde et ne veut rien entendre à ce sujet. D'autant plus qu'Eric est arrivé, il nous remet tous ses portables à Magne car son ordinateur est déjà défaillant. Le gars fouille dans l'ordinateur et trouve des données sur l'évolution des conditions naturelles dans les environs d'Eda. Le soir même, Ren raconte à son mari la séance de thérapie. Elle est furieuse, non seulement Vedar s'est introduit dans la maison de Magne, mais le voisin du type l'a vu. Et maintenant, tout le monde peut découvrir cette affaire inexplicable. Le lendemain, Green avoue à Fjord qu'elle a vu le passage à tabac et que cela l'a choqué. Mais il change le sujet de la conversation. La jeune fille accepte d'écrire avec lui, mais Laritz et Saxa sont également dans la voiture. Pendant ce temps, Magne parle à nouveau à un représentant de la police. Il sait avec certitude qu'il n'y avait pas de vent ce jour-là, mais la femme s'y oppose. Il dit qu'il a rejoint la ville en une demi-heure et que personne ne peut faire ça. Les jeunes gens roulent sur une route de montagne et Fjord met une chanson dans l'ancienne langue islandaise qui surprend le grief. Soudain, un oiseau se brise contre le pare-brise de la voiture. Saxa et Fjord sortent pour le regarder, la sœur leur rappelle la nécessité d'apprendre au moins quelque chose sur Magne et mange l'oiseau. Intrigué par les propos de l'officier, Magne se rend dans un entrepôt désert et commence à courir pour voir à quelle vitesse il court. Il fait un sprint de 100 mètres en seulement 7 secondes. Pendant ce temps, Eric se voit remettre sa vieille veste qui porte des traces de sang. Et Vidar suit Magne et est témoin d'un accident dans lequel le gars est renversé par un chasse-neige. Il annonce joyeusement à la famille la mort de Magne, qui se mêlait de leurs affaires. Puis Vidar avoue aux enfants qu'il a tué sa vieille car elle avait trouvé des choses dangereuses cachées par eux dans le glacier. Rien leur rappelle le danger auquel je m'expose en m'approchant des mortels. Pendant ce temps, les médecins de l'hôpital supérieur, le gars qui a été renversé par le chasse-neige n'a aucune blessure. Magne rentre chez lui et il ne sait pas qu'à ce moment précis, le corps de son voisin décédé, qui a été témoin du cambriolage de leur maison, est amené à la morgue. À la maison, Turet remercie les dieux d'avoir sauvé la vie de l'enfant. Et Magne fait une autre remarque, il est maintenant aussi invulnérable. Sa vue et son odorat se sont également améliorés. Le lendemain, pendant la leçon, il y a une escarmouche lorsque Magne accuse les plans habituels d'être responsables des émissions de substances nocives qui ont causé la mort des habitants du fjord. Saxé défend résolument son père. Après la leçon, Magne demande au professeur d'analyser le sang séché de sa vieille veste. Il est certain qu'il y a le sang de quelqu'un d'autre sur les vêtements. En tout cas, ils ont une odeur différente. La femme est surprise par son odorat et accepte de faire le test. Plus tard, Gris lui pose des questions sur l'incident. Il lui montre la veste et lui demande de la sentir, mais la jeune fille ne détecte pas du tout la différence. Dans l'après-midi, un groupe de camarades de classe se rend dans un café où Oscar annonce la nouvelle du comportement de Rian la veille au soir, qu'il a appris par ses amis. Saxé est outré par ces rumeurs idiotes et oriente la conversation vers Gris qui est encore vierge. Cela énerve Gris et elle rentre chez elle où elle trouve son père devant une canette de bière. L'homme est contrarié,
la compagnie d'assurance a refusé de lui verser de l'argent pour ses poumons malades. Personne ne voit le lien entre la maladie et les émissions des usines de YouTube. Pendant ce temps, Vidar est déchaîné dans sa maison. Aucun mortel n'aurait pu survivre. Qui est ce type? Ce Aquarian promet de tout découvrir très vite, puisque le soir, les frères viendront dîner chez eux. Magne et Loweritz se rendent dans la maison habituelle, ignorant qu'ils sont les seuls invités de la soirée. Ils sont assis à une table chic et ont droit à des boissons alcoolisées. Les hôtes ne lésinent pas sur les boissons. Vidar verse à Magne de la viande, la boisson des anciens dieux. Se sentant enivré, Magne commence à se comporter de manière inappropriée, lançant une hache sur la cible accrochée au mur, il la brise tout simplement. Il peut alors se battre et Rian parle de sa nouvelle force. La femme est surprise et propose de se battre avec ses mains. Le gars promet de la vaincre et lui tend la main. Il commence à se battre et Magne réalise qu'il ne peut pas vaincre cette femme à l'apparence fragile. Ils se battent sans se retenir et à un moment donné, il voit soudain la véritable apparence d'un ancien monstre qui se cache derrière les gars de la belle. À ce moment-là, la table s'effondre. En sautant de derrière les débris, Magne revoit la femme devant lui. Il se rend dans la salle de bain et, après s'être lavé le visage, lève les yeux vers le miroir et voit soudain le visage d'un ancien guerrier qui le regarde fixement. À venir, un récapitulatif des épisodes suivants.